Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le point météo. Vous l'attendiez depuis le chapitre 5. On va se faire un petit point météo avant Birmingham qui arrive fin septembre et on fera un nouvel état du méta après Birmingham. Le point météo, c'est quoi? C'est un petit peu un point sur l'environnement compétitif du jeu. Quels sont les decks qui sont performants? Quels sont ceux qui ne le sont pas? On va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Avant toute chose, pour les entrées en matière, qu'est-ce que le metagame? Le metagame, c'est l'environnement du jeu, c'est-à-dire les decks que vous allez être susceptibles de rencontrer lorsque vous participez à des tournois compétitifs. Connaître son environnement du jeu, ça vous permet, un, de choisir le bon deck, et deux, de savoir jouer contre les decks que vous allez affronter. Le point météo se base évidemment sur des faits et non pas sur des idées. On est créateur de contenu, on pousse tous des decks et on teste tous des choses, on a tous des avis. Le point météo essaye d'être objectif et se base notamment sur de la data et des résultats de tournoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de point météo en tout début de sortie d'extension. Avant de passer à la suite, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, nous sommes sur Instagram. Pour tous ceux qui ont le réseau Instagram et qui voudraient peut-être suivre le compte de PL et moi-même, les liens sont en description. Pour tous ceux qui sont passionnés de cartons, de cartes à collectionner, moi j'essaye de partager ma collection le plus régulièrement possible, faire des stories pour pouvoir annoncer par exemple notre actualité et parfois aussi vous présenter un petit peu le décor que j'ai derrière moi. C'est Val_Labelcard, je vous mets le lien évidemment en description. Et deuxième chose dont j'aimerais vous parler, il y en a plein qui l'ignorent peut-être, mais en fait on a un Tipeee, donc un moyen pour que la communauté puisse nous soutenir si vous appréciez notre travail. On essaye depuis la sortie du jeu de faire 3 vidéos par semaine pour continuer à promouvoir un petit peu notre passion de l'Orcana. À la base, ce Tipeee il a été créé pour notre chaîne Magic. Une partie de la communauté nous soutient pour qu'on puisse toujours continuer à avancer vers une certaine professionnalisation. Mais si jamais ça vous intéresse de vous aussi nous soutenir sur l'Orcana, eh bien vous pouvez aller sur notre page Tipeee et nous soutenir dès 1 euro. Merci à tous ceux qui le feront ou à tous ceux qui l'ont déjà fait. Pareil, le lien, c'est dans la description. Allez, maintenant, on passe directement au point météo. Le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage en commentaire, bien évidemment, et on est parti. Au menu de ce point météo, les premiers résultats de tournois. En tout cas, j'ai essayé de récupérer des tournois qui avaient pas mal de joueurs, plus de 60 joueurs, pour avoir une data un petit peu significative sur quels ont été les meilleurs decks. Ensuite, on s'intéressera à quels sont les decks qui sont bien ancrés, c'est-à-dire ceux qui ont survécu, entre guillemets, à l'arrivée du chapitre 5. Quels sont les decks émergents, c'est-à-dire les decks qui, eux, sont arrivés avec le chapitre 5. Et quels sont les grands perdants, c'est-à-dire les decks qui, eux, ont disparu avec l'arrivée du chapitre 5, et notamment aussi avec le ban de Bucky, enfin, l'errata qui fait office de ban, bien évidemment. Et enfin, un point météo n'est pas un point météo sans le point exotique. Je vous présenterai quelques decklists qui ont performé et qui sont pour le moins sucrés. On est parti pour les résultats de tournoi. Ici, je vous présente le tournoi de plus de 160 joueurs qui a été remporté par Dicandio avec son Steel Song. C'est pour l'instant le plus gros tournoi référencé en chapitre 5 avant Birmingham, bien évidemment. On voit qu'il y a un top 8 assez diversifié avec du Steel Song, du bleu-rouge, du violet-rouge, du violet-vert boons. On a à la fois des archétypes bien ancrés et à la fois quelques archétypes émergents. Je pense notamment à violet-vert qui, lui, était quand même assez peu présent en chapitre 4, même s'il était pas mal en chapitre 3. Donc un top 8 assez diversifié. On s'intéressera aux decklists les plus performantes tout à l'heure. Autre top 8, le top 8 qui a été joué en Suède avec plus de 64 participants, qui cette fois-ci a été remporté par l'ami Sand 2636 avec donc Violet Vert Boons, qui est un deck qui est très à la mode avec le chapitre 5. Pour le reste du top 8, c'est du classique, ça se dispute entre du bleu-rouge, du violet-rouge et de l'Amber Steel. Et enfin, dernier résultat de tournoi que j'avais envie de mettre en avant, pareil, un tournoi à plus de 60 joueurs, le Lorcana Anniversary, qui a été remporté par Bleu-Rouge cette fois-ci, le deck qui ne cesse de s'améliorer après chaque extension. Et pareil, pas trop d'autres surprises pour le reste des decklists présentes, si ce n'est ce petit violet-gris aggro dont je vous parlerai dans le point exotique. Alors maintenant, pour faire un point sur les decks ancrés, c'est-à-dire les decks qui sont là depuis déjà pas mal de chapitres, qui ont été renforcés par le chapitre 5 et qui confirment leur statut de deck to beat. Les decks à abattre. Amber Steel, je vous ai pris la version de Dicandio sur le tournoi Show Lorcana de plus de 160 joueurs. Il a remporté le tournoi avec cette liste-là. C'est une liste un peu particulière parce qu'il a troqué l'agressivité des Daisy, qui était très très bien, notamment pour switch la tempo en mid-game, contre des lanternes qui vont permettre, entre guillemets, d'accélérer son plan de jeu en mid-game. C'est une version qui est très adaptée au mirror, avec notamment 3 Cendrillon en late-game et 4 Nevin pour pouvoir chanter très facilement des chansons.
Decklist qui m'a l'air, ma foi, vraiment bien carré, bien tuné. Donc si jamais ça vous intéresse d'être plutôt bien adapté au mirror, quitte à laisser un petit peu le match-up bleu-rouge de côté, je pense que la version de Dicandio est la meilleure. Cela dit, ça ne l'a pas empêché de battre bleu-rouge en finale. Donc quand on est un bon joueur, on est quand même capable de gagner, qu'importe l'orientation de notre deck. C'est à mon sens la version la plus fit de ce à quoi doit ressembler Amber Steel dès lors que vous avez envie de jouer le plan lanterne. Autre deck qui est ancré, c'est notamment le bleu-rouge. Je vous ai partagé la version du finaliste du Show Lorcana. Il a une version qui intègre des nouvelles cartes avec notamment la Chicha ainsi que le Mufasa. Une version un peu particulière qui du coup ne joue pas l'atelier de Maurice, qui est une autre possibilité pour les decks bleu-rouge. J'ai l'impression que cette liste-là, elle a acté que violet-rouge était beaucoup moins présent et que du coup on n'avait pas besoin du plan Gaston pour tempérer les fines et les 6 sous. Mais auquel cas par contre on a une version qui est beaucoup plus adaptée aux autres decks du format et notamment Amber Steel. Version très classique, beaucoup de late game avec des Maléfiques, des Tamatoa, des Mufasa, des Scar, des Lucky Dime. On a la nouvelle carte Vision of the Future qui marche très très bien pour aller chercher des cartes clés. Une liste plutôt classique mais qui, à mon avis, explose totalement si elle affronte violet-rouge. C'est un peu comme Amber Steel bleu-rouge. On a deux decks bien distincts. On a le plan plus agressif d'Amber Steel ou alors on a le plan lanterne. Et ici, on a le plan plutôt axé sur Atelier de Maurice ou alors les versions plus axées ramp late game comme celle-ci. Autre deck qui est toujours là, toujours présent. À mon sens, il devrait être moins représenté, mais c'est un deck qui coûte peu cher pour les joueurs compétitifs qui l'ont depuis longtemps. Et c'est un deck qui domine, entre guillemets, l'Orcana depuis sa sortie, un petit peu comme Amber Steel. Ce qui fait que même si le deck est peut-être un petit peu moins propice à la compétition actuellement, il va être ramené par tellement de personnes que mécaniquement, il y en aura toujours dans les tops. Donc il faut vous attendre à jouer contre violet-rouge, quand bien même d'après moi, du fait que bleu-rouge ait trouvé des alternatives pour justement battre les decks et qu'à mon avis, il est probablement pas si bien placé que ça dans les match-up Amber Steel et violet-vert émergent. Je pense que le deck devrait être théoriquement en recul en termes de compétition. On verra ce que dit Birmingham. Hein. C'est un call, donc du coup là, ça n'a pas de valeur. Ça rentre pas dans les faits que vous propose le point météo. C'est juste un avis personnel. En tout cas, on en retrouve énormément dans les tops. Version très classique qui continue à proposer la curve si puissante contre bleu-rouge, notamment avec les adeptes de Chernabog dans le Flynn Rider, dans la Sisu, dans le château. Globalement, pour le late game, on a juste une petite Sisu supplémentaire en plus du Bipreperd, les Médusas, on a toujours nos Maui, bref, liste des plus classiques pour violet-rouge qui confirme encore son statut de... C'est le deck de l'Orcana, hein, ce deck violet-rouge. Maintenant qu'on a vu les decks qui, eux, n'ont pas changé, en tout cas pas énormément avec l'arrivée du chapitre 5, on va s'intéresser aux decks émergents. Quels sont les nouveaux decks qui ont été poussés compétitivement, parce que des nouveaux decks un peu fun, ou en tout cas de début de format, il y en a eu plein. Je pense notamment à Rouge-Vert qui a été très populaire au début du format et qui finalement a totalement disparu. Pareil que le deck Bleu-Vert qui mettait en avant Clarabelle. C'est des decks qui sont sympas, mais qui n'ont pas pour l'instant confirmé sur des tournois compétitifs à grands enjeux. Donc ce sont des decks émergents, entre guillemets, mais dont on ne va pas parler dans ce point méta. Eh ben, le principal deck émergent, c'est ce deck violet-vert. Vous allez me dire, oui, ça existait déjà de violet-vert. Ouais, mais en chapitre 4, c'était quand même très peu présent. On avait des versions très agressives avec 16 drop 1 qui avaient réussi à fonctionner sur certains Lorcana Challenge, mais c'était quand même un pourcentage représentatif du metagame qui était très très faible, et donc du coup forcément on ne les prenait pas nécessairement en compte quand on se déplaçait en tournoi, parce qu'ils n'étaient pas forcément assez représentés. Ici, on a des listes qui commencent à être très populaires, ça a été notamment mis en avant par des créateurs de contenu comme Artabax ou Elminster, donc peut-être que les decks sont plus populaires que compétitifs, et donc mécaniquement, comme ils sont énormément ramenés, il y en a quelques-uns dans les tops. Je ne sais pas à quel point la représentation de ces decks dans les tops est forcément justifiée par de la data significative. On le verra notamment avec Birmingham, mais c'est des listes en tout cas qui sont populaires, contre lesquelles il va falloir vous habituer à jouer, avec notamment l'arrivée de Banzai, qui est la Yed à 2 mana non ancrables, qui leur pour 2 et qui fait de très bons trades en ayant 3 d'attaque. C'est une liste qui met en avant Clarabelle, parce qu'on a une très bonne Clarabelle à 1 et une très bonne Clarabelle à 3, donc mécaniquement on va être capable de la shifter assez facilement. Ça joue pas mal de nouvelles cartes. On a la gestion verte, un petit peu polyvalente de pour les hommes, qui fonctionne très très bien pour se dépatouiller
d'une carte problématique. On va jouer le plan Ursula parce qu'on a tout simplement des Ursula à 2 mana en early game qui sont très très fortes pour enlever des chansons de la main. On peut shifter facilement avec la Ursula à 7 mana pour empêcher Amber Stillsong de chanter. Donc c'est un deck plutôt proactif. Qui a quand même des envies un petit peu de contrôler le mid-game et qui a des plans unfair en late-game avec notamment Ursula et Clarabelle. J'ai pas pu tester personnellement le deck, mais en tout cas il est très populaire, donc je pense que c'est le deck émergent du chapitre 5 actuellement. Allez, maintenant, on va s'intéresser aux grands perdants. Quels sont les decks qui étaient très ancrés lors du chapitre 4 et qui ont totalement disparu, ou en tout cas quasiment disparu avec le chapitre 5? Eh bien, on va commencer par Green Steel Discard, le fameux deck qui a un petit peu terrorisé tout le monde au chapitre 4 avec notamment Bucky. Eh ben, c'est vrai qu'avec la disparition de Bucky et avec la disparition du plan Footborn, quand bien même le deck est toujours composé de plein de bonnes cartes, eh ben c'est vrai qu'il est de moins en moins populaire. Il a plus du tout son plan discard pour matcher les decks violet-rouge qui ont du très très bon late game. Il n'a pas forcément un plan agressif assez soutenu pour aller attaquer bleu-rouge. Donc quand bien même il aurait un match-up décent contre Amber Steel, je le trouve pas très bien positionné contre 2 des 3 meilleurs decks du format. Et du fait qu'il n'ait pas le plan unfair de Bucky, forcément ça rattrape pas son mauvais positionnement. Ça reste un deck qui empile plein de bonnes cartes avec l'arrivée notamment de Pat, qui a toujours Diablo pour aller punir les decks violets. Je pense que c'est un deck qui est très bien placé contre le deck violet-vert émergent du chapitre 5. On a toujours les bons Floodborn comme Robin des Bois. On a la possibilité de jouer Clarabelle parce que la Clarabelle A1 est un très bon anti-objet et la Clarabelle A3 peut largement s'entendre, notamment quand on joue des kits dans la version. Il y a plusieurs versions de Green Steel qui tournent, des versions plus tempo avec des kits qui essayent de bouncer des cartes dans la main de l'adversaire pour que du coup les Clarabelles soient plus méchantes, ou alors des versions un peu plus classiques comme celle-là où on joue vraiment good stuff avec plein de bonnes cartes. Moi, c'est des decks que j'apprécie toujours bien, mais qui pour l'instant n'ont pas forcément réussi à prendre des parts de metagame dans les tournois les plus compétitifs. Et l'autre grand perdant, eh ben, c'est Blue Steel. Alors, il y en a quand même quelques-uns. Attention, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je ne pense pas que le deck soit mort ou qu'il n'existe plus. Juste, il avait une place vraiment préférentielle lors du chapitre 4. Et au regard de cette place-là, il a quand même eu un certain downgrade avec le chapitre 5. Ça ne veut pas dire que le deck n'est pas capable de revenir. C'était un deck qui était notamment joué parce qu'il avait un très bon match-up contre Bucky. Je pense que les gens ont moins trouvé de raison de continuer à jouer ce deck-là, de par le fait que Bucky maintenant n'était plus disponible. Ça reste un deck qui a eu de très bons ajouts, notamment avec l'ami Pete. Après, est-ce que le deck va pouvoir revenir sur le devant de la scène? Pour moi, il a les armes pour, juste en tout cas, actuellement, il est un peu moins populaire. Maintenant que vous avez une idée globale un petit peu de l'environnement du jeu, c'est-à-dire des decks qui sont bien ancrés, qui n'ont pas bougé, des decks qui émergent et donc que vous allez rencontrer, et des grands perdants qui restent quand même entre guillemets tapis dans l'ombre, maintenant que vous avez un petit peu ce regard sur le metagame, que vous êtes préparé à rencontrer ces decks-là en tournoi, et donc jouer un deck qui est capable de s'insérer dans ce metagame-là, c'est-à-dire de battre les meilleurs decks tout en respectant les decks un petit peu tapis dans l'ombre, eh ben on va finir par la petite sucrerie, le point exotique, histoire de regarder quels sont les decks qui, eux, ne sont pas attendus, mais qui ont réussi à faire quelques performances sur les tournois récents. Et à ce compte-là, le premier deck exotique dont j'ai envie de vous parler, c'est ce deck violet-gris agressif. Normalement, la base agressif Hyper Rush était plutôt soutenue par Amethyst et Amber, notamment avec l'arrivée de Daisy. Ces decks-là peinent vraiment à trouver leur place dans le metagame, notamment par la surreprésentation d'Amber Steel qui détruit les plans de jeu très agressifs. Ici, l'avantage, c'est qu'avec le violet, on a quand même un côté un peu... On est moins pushy, donc moins agressif que la version Amber Amethyst, mais un peu plus résilient du fait qu'on ait des mécaniques de draw plus puissantes, notamment grâce à Doc, ce qui fait qu'on résiste peut-être mieux aux decks qui habituellement prédatent les decks très agressifs. Donc on a ce deck-là qui a fait top 8 au Lorcana Anniversary, qui ressemble beaucoup à la version de Boba Fett 17, qui est un streamer que vous connaissez bien si jamais vous faites partie de la sphère française sur Twitch, et qui lui avait, à la sortie du chapitre 5, proposé une version un peu proche de cette liste-là. Donc l'idée, c'est de prendre vraiment le pas sur l'adversaire dès le début de la partie et être capable, quand votre adversaire commence à vous remonter, de faire preuve de résilience avec Doc pour continuer à piocher des cartes et donc du coup à push des dégâts, quitte à mettre des dégâts à distance en ayant un petit peu de la reach, notamment grâce à l'action pour 2 mana non ancrables qui va vous faire gagner 2 de l'or. On a énormément de drop 1. On a des Fire the Cannon pour aller respecter notamment Amber Steel avec ses drop 1 qui vont être capables de chanter sur vos créatures. Bref, une liste qui est assez intéressante, à voir si elle peut continuer
continue à se populariser. Je pense que ça reste des listes qui sont très intéressantes contre bleu-rouge notamment et contre violet-rouge qui ne les respecteraient pas. Donc peut-être que ce genre de versions très agressives ont un coup à jouer dans le metagame et notamment à Birmingham. Et enfin, dernière decklist dont j'avais envie de vous parler, decklist qui a performé lors du Lorcana Open. C'est un vert jaune. Habituellement, on est plutôt habitué à des versions Sing Together qui ont été un peu populaires en début de format, mais qui là, clairement, n'ont jamais transformé sur les gros tournois du chapitre 5, quand bien même le deck a gagné le Lorcana Challenge américain, mais c'était en chapitre 4, ce qui est un petit peu différent. Les adversaires ne sont pas les mêmes. En chapitre 5, globalement, il n'y a pas de grosses perfs notables pour les versions Sing Together. Par contre, là, on a une version agressive. Juste un plan de jeu presque un peu mid-range, mais bien dynamique en early game. Je dis mid-range parce qu'on a quand même des envies de shift avec des Clarabelle qui viennent, entre guillemets, nous donner pas mal de ressources sur le milieu de partie contre les decks violets. Mais sinon, vous regardez l'early game, on a des Daisy, des Clarabelle, des Lilo, des Pégase. On a énormément de drop 1, on a des Porcinés, donc on a vraiment envie de bourrer très vite et très très fort des Balou. C'est un peu le même plan que, encore une fois, Hyper Rush, sauf qu'on a troqué le violet pour le vert, et le vert nous apporte un petit peu plus de résilience avec notre ami Clarabelle, et un petit peu de disruption aussi avec notre ami Ursula. Donc c'est vrai que maintenant, les optiques agressives qui ont l'air de bien se placer dans le metagame, notamment contre bleu-rouge et contre violet-rouge, un peu moins contre Amber Steel, ces dynamiques agressives qu'on pensait être réservées à Amethyst et à Amber, finalement, on se rend compte que on est capable de jouer ces stratégies agressives dans d'autres associations de couleurs. En témoignent les 2 decks exotiques que je vous propose. Ce que j'aime bien ici, c'est que c'est une version très agressive, mais qui va quand même avoir des armes contre Amber Steel, qui est vraiment le pire match-up des decks aggro, notamment grâce à notre ami Ursula. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant de pouvoir aller enlever tuons la bête qui va détruire notre stratégie avec cette Ursula. C'est entre guillemets un move auquel n'ont pas accès les autres decks agressifs. Et ça ne m'étonnerait pas que une partie des performances positives de ce deck-là soit due notamment à cette petite Ursula. Donc voilà, plutôt intéressant. Je vous laisse tester ça de votre côté pour préparer Birmingham, à voir si ça réussit à confirmer. Voilà, j'espère que ce point météo vous a plu, que ça vous en a appris un petit peu plus sur l'état du metagame avant Birmingham. Bon courage à ceux qui vont traverser la mer pour aller participer à ce tournoi au Royaume-Uni. J'espère que vous ferez tous de super performances. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce point méta, ce que vous pensez de l'état du méta au global. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous parlerai des tops et des flops du chapitre 5. En attendant, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!